TV Vendée. Passer plus de temps Devant la Vendée. Elle intervient dans des services gériatriques, des services pédiatriques. Guylaine Soiset devient alors clown colombe et des patients jusque-là enfermés dans une bulle de solitude parlent d'eux-mêmes, de leur maladie. Dans quelques jours, Guylaine Soiset se rendra dans les services d'urgence de la région et elle nous parle aujourd'hui dans la grande émission de ce service d'accompagnement, alors unique pour l'instant, en tout cas dans le département. Et puis nous recevrons également Christian Bergeon. Il était jusque-là chirurgien dentiste. Il a fondé il y a 30 ans une édition de poésie, Soc et Foc. Il est aussi chanteur, photographe et désormais écrivain. Il publie son premier roman aux éditions Les Chantuseries. Bonjour. Vous êtes donc thérapeute en relation d'aide. Ah oui, tout à fait. C'est ça l'appellation. Oui, c'est ça. Ça veut dire quoi, thérapeute en relation? Thérapeute en relation d'aide, en fait, c'est une façon d'accompagner les gens dans leur souffrance, que ce soit deuil, maladie, maltraitance. Je suis spécialisée en addiction, alcool, drogue. Voilà, donc c'est une façon d'accompagner les gens. Voilà. Alors je le disais, vous vous transformez de temps en temps en clown colombe pour intervenir dans les services, dans les hôpitaux. Tout à fait. Donc, on va en parler tout à l'heure, si vous voulez bien. On verra d'ailleurs un reportage qu'on avait diffusé sur l'antenne de TV Vendée en décembre dernier. D'abord, je voudrais qu'on rappelle un peu votre parcours pour comprendre un peu comment vous en êtes arrivé là, puisque ça a commencé il y a quelques années. Vous travailliez dans les Yvelines, dans un hôpital. Vous étiez secrétaire médical et en même temps bénévole dans un service de soins palliatifs. Alors, en fait, c'est ma situation personnelle qui a fait que. Donc, je me suis retrouvée pendant 17 ans, j'étais effectivement secrétaire médicale dans un laboratoire, dans un hôpital, dans les Yvelines. Et un service de cancérologie s'est installé dans l'hôpital. Et donc là, de mon relationnel avec les patients qui venaient chercher leurs résultats, les familles, etc., j'ai eu envie, quand ils étaient hospitalisés, je montais les voir. Et puis, bénévolement, voilà, c'était comme ça, entre midi et deux, j'allais les voir. C'était un service de soins palliatifs? Non, au départ, non. C'était un service de cancérologie. Et puis, j'ai commencé à accompagner les gens sans être préparée à la base, parce que voilà, ça se trouvait comme ça. J'ai fait donc des accompagnements en fin de vie où je n'étais pas forcément préparée à l'époque. Une expérience douloureuse? La toute première, oui, j'ai dit, elle avait 35 ans et donc elle avait quoi, 5-6 ans de plus que moi à l'époque et j'ai dit, je suis rentrée chez moi en disant c'est terminé. Et puis il s'est avéré que au niveau familial, ma mère est tombée malade quelques mois après. Donc là, je l'ai accompagnée pendant 5 ans et notamment, elle a été en soins palliatifs pendant 3 mois. 3 mois, ouais. Donc, soins palliatifs, et en fait, ce qui a été extraordinaire et ce qui a été le déclenchement pour moi, donc c'était il y a 13 ans, c'est qu'en fait, elle s'est retrouvée dans le coma à l'hôpital, et puis on nous a dit qu'elle ne passerait pas la nuit, et en fait, j'étais près d'elle, et en pleine nuit, elle s'est réveillée, et elle m'a dit, qu'est-ce que tu fais là? J'ai dû lui dire, je suis là parce que tu vas partir. Et là, elle m'a dit, c'est pas possible, c'est l'anniversaire de ton père aujourd'hui, ce qui était vrai, et je peux pas partir demain parce que c'est l'anniversaire de ta nièce, ce qui était vrai aussi. Et elle voulait passer l'an 2000 aussi, non? Et elle voulait passer l'an 2000, c'était le 7 novembre 99 très exactement, et elle m'a dit, mais non, puis moi je veux voir l'an 2000. Et là, je me suis dit, mais il se passe quelque chose, quoi. Et donc, j'ai demandé à ce qu'elle soit transférée en soins palliatifs. On a eu la chance, parce qu'à l'époque, en l'an 2000, enfin en 99, il n'y avait pas encore autant de soins palliatifs qu'à l'heure actuelle. Et donc, elle est allée en soins palliatifs, et là, elle l'a vu l'an 2000, puisqu'elle n'est décédée qu'en février. Et donc, du coup, ça a été 3 mois extraordinaires. Le déclic pour vous, ça a été quand vous avez réussi à lui parler de la mort? Ça n'a plus été tabou, en fait, finalement? Pour moi, la mort n'a jamais été tabou. C'était la difficulté, parce que je n'étais pas préparée les premières fois. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à partir du moment où je lui ai dit la vérité, parce que justement, on a un peu tendance, parce que la mort fait peur, mais j'ai toujours tendance à dire 100% des gens qui naissent meurent. Voilà, donc je crois il faudrait essayer de lever ce voile sur le tabou qu'est la mort. Elle subissait quelque chose qu'on ne lui disait pas, finalement. Voilà, c'est ça. Puis je pense qu'il y a toujours ce côté protecteur aussi, où on n'a pas envie de montrer à sa famille qu'on sait qu'on va mourir, parce que c'est dur, parce que voilà. Et du coup, à partir du moment où elle l'a su, où c'était clair pour elle,
Donc elle a pu dire les choses qu'elle n'avait pas dites. Aux gens qu'elle aimait. Voilà, aux gens qu'elle aimait. Et donc on a fait de l'accompagnement comme ça. Et pour moi, je dirais que ça a été, quand elle est décédée, mon deuil était fait. Donc l'accompagnement vous a permis de faire le deuil. Bien sûr. Et je sais qu'elle est partie sereine parce qu'elle a dit ce qu'elle avait à dire aux gens, quoi. Ouais. Voilà. Et dans mon jargon thérapeutique, on dit que la maladie, c'est le mal à dire. Voilà. Et donc, du coup, c'est amener les gens, quand ils sont en fin de vie, à pouvoir dire les choses. Et puis la famille aussi, du coup, régler les affaires qu'on n'a pas réglées pour que chacun parte en paix. Et que, justement, la famille aussi soit apaisée. Voilà. C'est ainsi, donc, ça a été le déclic pour vous. Vous avez repris vos études pour vous tourner justement vers cette thérapie. Oui, alors au départ, donc après j'ai repris mon travail de secrétaire médicale et je me disais ça me correspondait plus. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc voilà, donc j'ai démissionné et j'ai repris mes études donc de thérapeute à la faculté privée des sciences humaines de Paris en me disant ben voilà je veux. Alors je savais pas trop encore parce que le deuil était encore frais quand même. Donc je savais pas trop, donc j'ai dit je veux aider les gens. Donc je veux aider les gens. J'avais aussi un vécu qui faisait que j'avais aussi envie de comprendre la problématique des dépendances, alcool, drogue. Voilà, donc je me suis lancée un peu là-dedans. Et puis après, je me suis dit, ben voilà, je vais m'installer. J'habitais dans les Yvelines à l'époque. Sauf que j'étais seule avec mes 2 enfants. M'installer comme ça, tout ça, c'était pas évident à ce moment-là. Donc j'ai fait autre chose. J'ai été éduque, voilà. Et puis je suis venue habiter en Vendée il y a 8 ans. Donc les événements de ma vie ont fait que je n'ai pas pu m'installer tout de suite. Et puis il y a 3 ans, je me suis mise à mon compte, donc en tant que thérapeute, et avec toujours à côté de moi cette idée de faire de l'accompagnement, mais comment le mettre en place, donc je continue à me former aussi. De temps en temps, j'ai été à Centre François-Xavier Bagnoud à Paris pour me former sur l'accompagnement fin de vie. Vous avez rencontré une femme qui est clown, justement. Voilà, alors Paris, en fait, le hasard, enfin moi je ne crois pas au hasard, mais on va dire que le hasard des choses a fait que, oui, j'ai un ami qui m'appelle Colombe, voilà, qui me surnomme Colombe et qui m'appelle un jour, voilà, et on discute. Et mon conjoint était en train de regarder un film et il faisait du zapping et je vois un clown qui passe dans un hôpital. Donc ça m'interpelle. J'étais au téléphone, ça m'interpelle et il rentre dans la chambre d'un enfant et dit comment tu t'appelles et elle dit je m'appelle Colombe. Et j'ai raccroché, j'ai dit bon, je vais trouver la formation que je veux, mais je ne suis pas une comédienne. Hein. Je suis pas voilà pour moi comme pour mon collègue d'ailleurs. Nous ne sommes pas des comédiens. Nous sommes avant tout mon collègue. Des thérapeutes. Mon collègue est coach. Oui, il s'appelle Xavier Petit, alias Clown Bardouf. Voilà. Donc en fait, il est coach. Je suis thérapeute. On est vraiment dans une notion d'accompagnement. Voilà. Donc j'ai fait cette formation sur Paris parce que j'ai trouvé donc une formation. Donc elle ma prof intervient depuis 10 ans en centre de soins palliatifs sur Paris. Et aujourd'hui en Vendée, vous êtes la seule. Eh bien alors pour l'instant, en fait, donc je suis arrivée en Vendée et je me suis dit bon, j'ai commencé à faire parler de moi au niveau des médias pour me dire que je voulais accompagner les personnes en fin de vie. C'est là que Bardouf a vu donc mon annonce dans le journal et qui m'a contacté. Et lui est clown pédiatrique. Voilà. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de clown en Vendée, donc on a voulu s'associer tous les deux pour se faire connaître et puis pour faire connaître les bienfaits de l'accompagnement. Donc au jour d'aujourd'hui, on intervient donc en pédiatrie à La Roche, on intervient au service des urgences de Challans et on intervient à Saint-Jean-de-Mont en service Cantou avec les malades d'Alzheimer et puis à l'EHPAD. Et pas encore en service de soins palliatifs, mais c'est ce que vous recherchez. Mais on en reparlera tout à l'heure, si vous voulez, avec Jérôme. Oui, on verra un petit peu que les bienfaits quand un clown rentre dans une chambre d'hôpital. Et puis, je vous soumettrai un petit jeu du dictionnaire avec des mots qui me font rire. Voilà. Et puis, on verra donc comment Guylaine Soiset, lorsqu'elle entre dans le costume de clown Colombe, elle entre du même coup en relation avec les malades. À tout de suite. La deuxième partie de la grande émission avec Jérôme Aubineau et Charles Pelletier aujourd'hui côté chroniqueur et notre invité dans ces 2 premières parties, Guylaine Soiset, qui est donc thérapeute en relation d'aide. Elle intervient dans les services pédiatriques et gériatriques, déguisée, on verra, c'est pas tout à fait le cas d'ailleurs, en clown. On va voir d'ailleurs un extrait d'un reportage, on va même voir le reportage réalisé par Alix Lanos, qui vous avez suivi le 27 décembre dernier au service d'urgence de Challans. On va tout à fait comprendre votre rôle dans ces services. Regardez.
Déjà, elle se prend pour Kate Middleton. Oui. La salle d'attente des urgences est pleine. Certains attendent ici depuis déjà plusieurs heures quand Colombe et Bardouve débarquent à grand renfort de couleurs et de bonne humeur. Très vous, monsieur. On avait envie d'apporter un peu de sérénité et puis changer un peu les idées aux gens qui sont en salle d'attente, aux malades bien sûr, au personnel soignant aussi, parce que des fois quand il y a un peu de tension, parce que l'attente est trop longue, notre arrivée en fait calme, interpelle évidemment comme partout où on arrive. Vous avez passé Noël là? Oui. D'accord. Le jour de l'an, vous avez peut-être essayé de partir avant. J'aimerais bien. Ah, ouais. Des clowns aux urgences, en France, c'est une première. Pour l'hôpital de Challans, c'est un test qui semble s'avérer concluant. Alors, par rapport aux craintes qu'on pouvait avoir, on a été très favorablement surpris par une très bonne acceptation de la part des gens, des patients, mais aussi des soignants qui étaient un petit peu étonnés au départ lorsqu'on a initié ce projet. Je trouve ça très bien, ça devrait être plus souvent, voilà, parce que ça donne un petit peu d'animation, ça oublie un petit peu les douleurs et les souffrances des gens, surtout dans des moments comme ça. C'est super, ça redonne le sourire, c'est génial. Ici, rien n'est écrit, les clowns écoutent, observent et improvisent. Il y a des fois où on va sentir que ça va être le moment d'intervenir, de parler, puis le moment on va vraiment prendre du recul et se rendre compte que c'est pas le moment. Peut-être que ça le sera un quart d'heure après, une heure après. Une attention indispensable pour travailler dans le respect de chacun. Aujourd'hui, en tout cas aux urgences, tous ont apprécié cette bouffée d'oxygène. Et pour une fois, ils ne garderont peut-être pas qu'un mauvais souvenir de leur passage à l'hôpital. Voilà, ça illustre parfaitement votre rôle. Alors, une question d'abord qu'on se pose quand on voit ça, c'est quand est-ce qu'on sait que le malade est apte à vous recevoir? On le voit tout de suite. Ouais. On le voit tout de suite. Déjà parce que, en fait, au niveau de la communication, on voit bien déjà s'ils se mettent comme ça. Communication non verbale, quoi, d'abord. On est d'accord. Ouais. Voilà. Ou alors, sinon, c'est des soupirs. Ou alors, ils font comme s'ils ne nous avaient pas vus. Voilà. Donc, puis il y en a qui nous disent carrément, non, j'ai pas envie. Donc, il n'y a pas de souci, quoi. On est surtout pas là pour faire du forcing. On est juste là. La famille peut être présente. Ah oui, il n'y a aucun sûr, problème. Ah oui, non, il n'y a aucun souci par rapport à ça, non. Quand vous entrez en relation avec les gens, est-ce que vous êtes surpris parfois de jusqu'où ils peuvent aller finalement dans ce qu'ils disent d'eux-mêmes et de la maladie? Ah oui, mais on vit des choses extraordinaires et en très peu de temps. Alors bon, là, du coup, on parle effectivement du service d'urgence, mais... Quand vous allez dans les chambres, effectivement, ouais. Voilà, mais au niveau des urgences, on se fait attraper des fois par la manche, etc., parce que les gens ont besoin de parler. Il y a une urgence à dire. Il y a une urgence à dire, tout à fait. Donc, en fait, ils sont des fois dans des souffrances incroyables, ils sont dans des angoisses parce qu'ils attendent, voilà. Donc, ils déchargent leurs émotions ou leur agressivité aussi, parce que, voilà, sur nous. Mais nous, on est clowns, donc ça passe, il n'y a pas de souci. Voilà. On est là aussi pour leur permettre de décharger ce qu'ils ont à faire. On a des gens en pleurs, on a des gens qui nous attrapent la main et qui n'ont rien besoin de dire, mais qui ont juste besoin qu'on leur tienne la main. Et puis et voilà. Et c'est des choses merveilleuses que l'on. On peut aborder ces souffrances avec légèreté. Ah, complètement. Ouais. Complètement. Ouais. Ah oui. Et puis j'ai vraiment l'impression, quand on arrive, on est... tout de suite, on voit, il y a un sourire. On a eu, il y a quelques... la dernière fois qu'on est intervenu, en fait, on discutait avec une infirmière et elle dit, bon, allez, ça sonne, et donc elle devait aller à l'accueil. Elle dit, bon, allez, je vais mettre le nez et tout. Puis après, elle dit, j'ose pas, tout. Allez, j'ai dit, allez, je viens avec toi. Et en fait, donc elle a mis les lunettes avec le nez, et les gens qui étaient à l'accueil, bon, j'étais derrière aussi, mais les gens ont dit... Tout de suite, le regard a changé, quoi. C'était, voilà, on vient dans un truc d'urgence, mais à la fois, bon, il y a autre chose, il y a quelque chose, il se passe quelque chose, quoi. Et ça, c'est un cadeau pour nous aussi, véritablement. Et en fait, on donne, mais on reçoit énormément, quoi. Je me demandais quand est-ce que les gens étaient aptes finalement à vous recevoir. Quand est-ce que vous sentez qu'il est temps d'arrêter? Parce qu'à un moment donné, il le faut, sans doute. Oui, tout à fait. Après, c'est vraiment un ressenti. Si les gens sont vraiment en train de parler des versets, etc., on est là avant tout aussi pour écouter. Donc, s'il y a beaucoup de monde, on va trouver un palliatif pour essayer de dire, bon, je reviens, je vais... Voilà, et repasser s'il y a vraiment un besoin, quoi. Mais en général, c'est vrai que ça se passe très bien, et que ce soit aussi bien là que en maison de retraite, ou avec les enfants. Enfin, avec les enfants, c'est une autre démarche, complète. Complète. Finalement, quand vous mettez le costume, vous n'êtes plus vous-même, mais les gens non plus.
Les gens, se transforment. Voilà, je crois que le fait du costume, des couleurs, de la gaieté, de la légèreté, de ce que l'on peut amener, du coup, fait que les gens, on a l'impression d'être un peu une bouffée d'air pur, quoi. Ils se passent, ils sont dans le stress, dans l'angoisse, et puis c'est quoi ces deux énergumènes qui arrivent au départ, hein. C'est un petit peu ça, quoi. Et qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Et puis, puis on arrive à décrocher un sourire. Des fois, ils sont tous en salle d'attente, donc alors on s'assoit, puis on essaie des fois de les imiter un peu, de voir comment ils sont, puis voilà. Et puis bon, à un moment, ils commencent à sourire, et puis voilà, et on sent que l'ambiance est détendue. Et du coup, après, on peut aborder les choses. Puis mais on aimerait bien savoir qu'est-ce qui se passe dans la salle. Donc on va aussi, on a l'autorisation bien sûr des soignants d'aller dans les salles de soins. Pas toutes, parce qu'il y a des fois où effectivement les soignants, mais on est vraiment aussi en symbiose et en synergie avec l'équipe soignante. Ça, c'est super important, quoi, pour nous. Jérôme, vous intervenez parfois en musique? Oui, alors moi beaucoup. Ouais. C'est une entrée facile, la musique? Parce que moi, la musique me parle, évidemment. Donc, ça arrive, oui, d'intervenir en musique. Alors j'ai le cas là, principalement d'une dame que je vois régulièrement à l'EHPAD. Et en fait, c'est une dame qui est dans son monde, et en fait qui est prostrée toute la journée, etc. Et on a eu la chance d'apprendre que en fait cette dame aimait beaucoup la musique. Et je suis arrivée et on s'est dit mais comment on va aborder ça? Et en fait j'ai mis du Georgette Plana. Voilà, je me déplace avec mon iPhone avec ma musique. J'ai mis du Georgette Plana, je lui ai pris la main et puis j'ai chanté et puis j'ai bougé comme ça et j'ai vu que ça suivait, j'ai vu un sourire dans son regard de cette femme qui ne communique plus. Et elle m'a attrapé la main et bon, elle tient la langue, elle a pris la langue et elle a voulu la porter à sa bouche, quoi. Et enfin, ça a été magique. J'avais les larmes aux yeux, c'était vraiment très fort. Et puis la dernière fois qu'on est intervenu, on est retourné la voir et là elle m'a reconnue, quoi. Et elle m'a reconnue parce que tout de suite j'ai vu à son regard que voilà, et je lui ai pris la main et tout de suite elle l'a portée à sa bouche. Et ça, c'est cadeau. Et merci aussi la musique parce qu'on leur permet de voyager, d'aller vers autre chose, quoi. Vous êtes clown, il est jongleur de mots, Jérôme Bobino. Quand on rit, on oublie tout. Quand on rit, l'impossible devient possible. Alors imaginez, quand un clown débarque dans un hôpital, c'est un peu de rêve et de folie qui s'invite. Avaleur de chagrin. Le clown est un faiseur de mots, défaiseur des mooks. Quand un clown débarque dans un hôpital, tout se transforme. Un nez rouge pour bagage et il part en live. C'est beau ça, partir en live. Live, ça veut dire vivre. Alors, corsaire du rire, il vous mène en bateau. Il greffe un gouvernail sur le lit médicalisé et hop, la magie opère. Avec lui, même la mer se glisse sous la porte et le lit se fait cata très marrant. Cap sur le rire, la bonne espérance. Utopitre, avec lui on franchit la ligne Imagino. Ça tangue, s'agite, out sentimentale, vague de rire à bord. Ça divague, mer déchaînée, océan de conneries, roulade avant, roucoulade arrière. Le clown, c'est un maître d'océan. Il invite les pingouins à la brasserie Flo. Il commande des icebergs vanille-fraise. Il discute à bâton rompu avec des esquimaux. Il grimpe à l'échelle du beau et du fort. Il hisse les couleurs de l'arc-en-ciel, fait la brise aux oiseaux. Et pour vous endormir, il raconte des histoires en morse. Avec lui, même les maladies prennent des airs de fantaisie. Il était une fois l'embelli pull-over du roi de Cachemire, les furoncles d'Amérique, les traumatismes ukrainiens, les crises de l'antiquaire, pique et choléra. Corsaire des planches, avec le clown, la flotte est en marche. Bateau hôpital affrété, la croisière s'amuse. Rage dedans, rage dehors, ça penche, ça barjote. Allez, faut pas lâcher, hissez le pavillon, tenez bon la barre, tendez l'oreille, ne sombrez pas. Le clown vous éclabousse, hisse les mots, branle du mât, pianote du phare, bombe le morse. Attention, bateau bourdon du cauchemar en vue, alors balancez vos pavés dans la mare, musclez vos zygomatiques, pirates du rire, faut conquérir. Sortez les munitions de vos châteaux corps. En avant toutes, déclenchez vos balises Argos, ça fait des lumières dans le ciel. Jeu d'artifice, applaudissements. Tiens, un clown est passé dans l'hôpital, petit bol de rire pour un grand bol d'air, petit moment d'humour pour grand moment d'amour.
Alors, si on a un peu de temps... Bravo. Merci, bravo. Très inspiré. Je ne sais pas si on a du temps pour un petit jeu. Et très vite. Très vite. Alors, puisqu'il est question de rire, moi, si certains poèmes comme Alfred de Vigny privilégient le son du corps au fond des bois, moi, je préfère la sonorité de certains mots. Et ce qui me frappe, c'est que derrière des mots a priori sérieux, on découvre des petits mots farceurs. Alors, un petit jeu du dictionnaire autour des mots qui font rire. Si je vous dis pipite, vous pensez... Alors, en réalité, il s'agit d'un petit passereau. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'a pas plus de problèmes d'énurésie que ses congénères. Il n'y a pas de faute d'orthographe. Et pas de faute d'orthographe. Si je vous dis AB. Pas de faute d'orthographe non plus. Non plus. Il s'agit d'une simple ouverture et non pas d'une supérieure de couvent. La dariole, ça n'a rien à voir avec une maladie. Il s'agit là d'un flanc. Ah oui, La grolle, c'est pas seulement une chaussure, c'est aussi une corneille. Oui, c'est vrai. Électropion, ce n'est pas une unité de mesure, mais un retournement de paupières. La zeusaire, c'est un papillon nocturne et il ne zozote pas. Et enfin, alors si vous souffrez d'idiosyncrasie, de quoi souffrez-vous? Idiosyncrasie. Il y a idiot. Alors, c'est pas le crétinisme aigu, c'est que vous souffrez d'une allergie. Voilà, c'était les petits mots qui me faisaient rire. Merci beaucoup, Jérôme, bravo. Avec les enfants, Guylaine Soisé, on fait le clown plus qu'avec les adultes? Alors, on ne fait pas le clown, on est clown. Ouais. Voilà. Donc la différence, elle est là. On fait d'ailleurs, nous sommes en train de former des clowns accompagnants, justement pour leur apprendre que on ne fait pas le clown. Voilà, c'est un état d'être. Voilà, donc c'est quoi la différence par rapport au rire médecin qu'on connaît beaucoup qu'on a... Je pense que le rire médecin, en fait, ce sont des comédiens, oui. Hein, je crois. Donc, plus que des thérapeutes. Voilà. Donc ils sont formés, j'imagine. Hein, je connais pas bien, mais bon, ils sont formés à l'accompagnement pour les enfants, etc. Mais ce sont avant tout des comédiens. Et nous sommes, voilà, nous ne sommes pas comédiens. Donc, vous disiez tout à l'heure, vous êtes très complémentaire du monde médical, forcément. Vous débriefez systématiquement avec les services à chaque fois. Bien sûr. Oui, tout à fait. Tout à fait, oui. Avant, quand on arrive, en fait, on va voir pour savoir ce qui se passe, s'il y a des gens à aller voir ou s'il y a des gens à ne pas aller voir, justement. Voilà. Et puis après, s'il y a des choses qui ont été... Alors évidemment, on est nous aussi tenus quand même au secret, hein, au secret médical, on va dire. Hein, si les gens nous font des confidences, on n'a pas à aller les divulguer, sauf si évidemment on sent que quelqu'un est en train de nous dire que il va se suicider dans peu de temps là. Enfin voilà, je veux dire qu'il y a, bien sûr, voilà, il y a des urgences à dire, mais sinon on est tenu par contre au respect de ce que les gens ont pu nous dire. Ça contribue à les déstresser aussi le personnel soignant. Mais complètement, parce qu'en fait on amène un petit peu aussi nos doses d'humour. Puis si on voit effectivement qu'ils sont stressés, on va un peu voilà. Et puis du fait qu'on arrive à, j'allais dire, décontaminer. Par exemple la salle d'attente, je parle là du coup dans les urgences pour les gens qui pourraient être agressifs mais parce qu'ils sont en souffrance. Voilà, de toute façon l'agressivité c'est aussi parce qu'il y a de la souffrance derrière. Donc si nous on arrive à apaiser ça, mais du coup après la relation avec les soignants est beaucoup plus simple. Alors, vous disiez tout à l'heure que ce que vous recherchez aujourd'hui, c'est aussi intervenir dans les services de soins palliatifs. Oui, alors... En fin de vie. Oui. Ça demande quand même de votre part d'avoir votre propre idée bien établie de la mort. Tout à fait, bien sûr. Vos propres limites. Bien sûr, oui, tout à fait. Bon, j'ai été formée. Hein, je pense de toute façon, on se forme toujours après, évidemment... par rapport à ce genre d'activité, si je peux dire. Mais oui, alors c'est vrai qu'en plus, moi, en ce qui me concerne, je pense que tous les clowns interviennent à deux, en général. Hein, qu'on aille dans n'importe quel service, on intervient à deux. Voilà, sauf pour moi, en soins palliatifs, que ce soit soins palliatifs enfants ou adultes. Hein, parce que là, c'est un autre échange. C'est plus, on n'est pas dans le jeu. Alors évidemment, on est aussi dans l'écoute dans d'autres services. C'est toujours Colombe. Oui. Mais à la fois, c'est quand même une autre approche, évidemment. C'est plus. Alors effectivement, là, la musique peut intervenir. Par exemple. Mettre une musique douce et puis quelqu'un qui aimait danser ou qui ne peut plus bouger sur sa chaise, lui prendre un doigt et puis l'emmener en voyage, parce que le clown peut emmener vers l'imaginaire du coup. Donc voilà, il lui raconter une histoire et puis essayer de faire voyager la personne. Et, mais voilà. Comment parler de la mort avec quelqu'un lorsqu'on est déguisé en clown? Oui, ça interpelle. Oui, ça interpelle, oui.
Tout à fait. Comment parler de la mort déjà Parce que si la personne vous dit je vais mourir, par exemple, vous êtes clown, est-ce que vous dédramatisez, vous dites non, non, non non, jamais. Ouais, jamais dire non, parce qu'en plus ce serait une mentir. Donc c'est pas à nous de dire vous allez mourir, évidemment. Mais par contre, si la personne me dit je vais mourir, ah bon, et comment vous voyez la mort? Mais voilà, l'amener, et voilà, pour l'amener justement à dialoguer, à évacuer ce qu'elle a besoin d'évacuer, quoi. Ça va être dur de sortir du costume. Mais oui, on me pose souvent cette question, mais pour moi, j'ai vraiment ce sentiment d'être sur terre, si je peux dire, pour accompagner les malades. Voilà, encore une fois, que ce soit les soins palliatifs enfants ou adultes, pour moi c'est la même chose. Voilà. Maintenant, c'est vrai que donc là, nous mettons en place une tournée des urgences avec mon collègue parce qu'on a envie aussi que le clown accompagnant se développe un petit peu partout en France, que ce soit connu tous les bénéfices que ça peut apporter aussi bien aux soignants qu'aux patients. On voit votre adresse qui s'affiche parce qu'on peut aussi vous consulter à domicile. Oui, tout à fait. Pour des dépendances, pour les violences conjugales. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup d'être venu. Dans un instant, la troisième partie de la grande émission. Nous recevrons Christian Bergeon pour son premier roman, Le 11 à 11h rue droite, aux éditions Les Chantuseries. Et puis Charles avec sa recette. Oui, la recette toute simple. Une recette, on va mettre à l'honneur l'échine de porc poêlée avec les pointes d'asperges et puis les pommes de terre de Noirmoutier. C'est de saison. On a l'eau à la bouche tout de suite. Voilà.